soyez dans les airs, sur les rails ou dans des immeubles de grande hauteur, vous écoutez Combat Futur au pluriel et de son commandement. La prospective est de mise chez nous, mais l'analyse du passé récent fut-il nous dévoile aussi des pans du devenir. Et c'est dans le cadre du pôle études et prospectives du commandement du combat futur que nous recevons le colonel Georges Reichert de l'Observatoire des conflits du CCF pour nous parler des restitutions autour de la bataille pour Kiev de 2022. Mon colonel, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous pouvez nous rappeler votre rôle au sein du CCF et quels sont vos domaines d'expertise? Donc, au sein du CCF, je sers comme officier de réserve au Centre d'études stratégiques Terre, à l'Observatoire des conflits, dont la mission est de rendre visible et d'expliquer les mécanismes qui sont à l'œuvre au sein des conflits en cours. Vous êtes un historien? Alors, c'est de l'histoire immédiate et c'est une approche qui est pluridisciplinaire. Alors, ce document, d'ailleurs, qui est un document Défendre Kiev qu'on peut avoir en accès libre, C'est ça. C'est un rétex? Alors, ce n'est pas à proprement parler un retour d'expérience, puisque de facto, nous n'avons pas participé à cette bataille. Donc, nous préférons appeler des observations sur un conflit, sur une bataille. Alors, il y a un texte, deux textes qui rappellent cette bataille pour Kiev. Donc, nous avons, à l'Observatoire des conflits, produit ce que nous appelons une note de recherche, donc qui est un document synthétique d'une vingtaine de pages, voilà, pour expliquer le déroulement des événements donc en 2022. Et nous avons également rédigé une étude, donc ça c'est un document qui est plus important, 80 pages à peu près, donc qui décortique davantage un certain nombre d'aspects, et notamment les manœuvres tactiques. Alors, des écrits, mais aussi de la cartographie? Alors des écrits, une approche cartographique, et puis nous sommes amenés, dans le domaine militaire et dans le domaine civil, à prononcer un certain nombre de conférences. Et au cours de ces conférences sur les enseignements de la guerre en Ukraine, très souvent, nous faisons également référence à la bataille pour Kiev. Alors, cette bataille pour Kiev commence très vite dans le conflit, le 24 février, 2 jours après l'invasion. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez? Alors le fait est que le 24 février 22, donc quand les forces armées de la Fédération de Russie pénètrent sur plusieurs fronts en Ukraine, j'étais encore en activité et je servais comme colonel à l'OTAN dans un état-major stationné en Pologne, donc à Bydgoszcz. Donc effectivement, ce double prisme, à la fois être inséré à l'OTAN et géographiquement être en Pologne, donc très proche de la Russie, voilà, nous a amené à poser un regard avec une criticité certaine sur les événements. Alors, une bataille, ce sont des aspects géographiques, des aspects humains. Cela ressemble à quoi concernant cette fameuse bataille pour Kiev? Alors la bataille pour Kiev, si vous voulez, elle est considérée par les Ukrainiens comme le point stratégique décisif de la première phase de la guerre russo-ukrainienne. Le point stratégique décisif, pourquoi? Parce qu'en fait, ce que l'on comprend de l'objectif stratégique russe, en fait, il s'agissait de contrôler l'État ukrainien en saisissant le centre politique de l'Ukraine. Les forces armées de la Fédération de Russie ont échoué. C'est cet aspect-là qui est vraiment déterminant, et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup intéressé à cette bataille, qui en fait a conditionné finalement tout le reste du conflit. Alors, Kiev, c'est une capitale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore faisable de prendre un aussi gros objectif? Non. Alors Kiev, c'est une grande ville. C'est une ville qui fait plus de 800 km². Le 24 février 22, on estime qu'il y avait à peu près 3 millions d'habitants. Mais au sens tactique et au sens où nous, on l'entend par rapport à nos termes de mission dans l'armée de terre, en fait, il ne s'agissait pas, pour les forces armées de la Fédération de Russie, de s'emparer d'eux. Donc il ne s'agissait pas de conquérir une ville, mais plutôt, comme je le rappelais précédemment, il y avait un objectif stratégique qui était différent, qui en fait visait la tête de l'État ukrainien et faire tomber le pouvoir qui était en place.
Voilà, donc en fait, ce sont deux choses qui sont différentes. Et d'ailleurs, dans le déroulement de la bataille, on a bien observé que sur l'ensemble de l'oblast, il y a des villes, par exemple Tchernihiv, qui est une ville entre Kiev et la frontière du Bélarus, qui fait plus de 100 000 habitants. Et les Russes, qu'ont-ils fait? Ils ont contourné la ville. Hein, ils n'ont pas du tout essayé de s'emparer d'eux, de conquérir. Voilà, leur but était de foncer sur Kiev. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appeler un raid? Alors l'appellation raid, non, elle est impropre. Elle est impropre à mon sens parce que, disons que les forces armées de la Fédération de Russie ont échoué. Ont échoué pour plusieurs raisons, peut-être on en parlera un peu plus tard. Mais une raison de l'échec, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu cette notion de raid comme nous on l'entend, mais c'était davantage des convois qui roulaient sur des routes et qui d'ailleurs ont été, pour beaucoup, pris à partie, sont tombés dans des embuscades, etc. Donc en fait, la notion de vitesse, dont peut-être on reparlera, eh bien en fait, il n'y a pas eu ce gain qui aurait pu être escompté justement en utilisant la rapidité. Kiev, donc c'est une capitale aussi avec une plutôt grande coupure humide. Est-ce que le rôle des ponts, par exemple, c'est quelque chose qui a compté? Voilà, alors sur la cartographie générale de l'Ukraine, hein, si on regarde la carte, on se souvient bien qu'il y a le fleuve Dniepr, donc qui coule du nord au sud. Effectivement, Kiev est traversé par le Dniepr, qui a en fait de nombreuses ramifications, qui est un fleuve qui est très très large, et notamment au nord de Kiev, il y a ce qu'on appelle le réservoir, et certains Ukrainiens disent même la mer de Kiev, qui en fait est un très très grand lac. Et oui, ça compartimente beaucoup le terrain, et ça limite, ou ça a limité, en février 22, beaucoup la mobilité des forces armées de la Fédération de Russie. Alors, quelles sont les phases de cette bataille? Et dans les phases de cette bataille, est-ce qu'on peut parler aussi de la fameuse bataille d'Hostomel qui a marqué beaucoup de gens? Alors, la bataille pour Kiev, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, ça commence le 24 février 22, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la pénétration des forces armées de la Fédération de Russie sur plusieurs fronts. On va dire 3 fronts, un front nord, un front sud et un front nord-est-est. La bataille pour Kiev, nous on la borne à l'oblast de Kiev, qui est en fait la grande région, hein, la grande région de Kiev, qui fait quand même plus de 20 000 km², qui représente à peu près 5% du territoire. Dans le temps, 24 février 22, début de l'invasion, jusqu'au 2 avril 22, et le 2 avril 22, c'est l'annonce officielle de la vice-ministre de la Défense ukrainienne qui dit « il n'y a plus un seul soldat russe dans l'oblast de Kiev ». Donc voilà. Donc ça, c'est le cadre espace-temps. Alors vous nous avez dit 3 fronts. On a des forces armées de la Fédération de Russie qui viennent depuis la Bélarus aussi. Alors qui viennent depuis le Bélarus, depuis la Russie et puis depuis la Crimée occupée. Voilà. Les 3 phases, on peut les schématiser de cette manière-là. La première phase, c'est une phase de pénétration des FAFR, pénétration des forces armées de la Fédération de Russie. Dans un deuxième temps, eh bien, ces forces sont arrêtées en périphérie de Kiev, à la fois à l'ouest, donc sur la rive droite, et à l'est, sur la rive gauche. Et enfin, il y a un retrait, il y a une retraite, puisqu'en fait il s'agit d'une retraite volontaire des forces armées de la Fédération de Russie. Les forces armées ukrainiennes n'étaient pas en mesure de les repousser, mais considérant l'objectif stratégique que j'ai présenté en introduction qui n'avait pas été atteint, eh bien en fait les Russes ont décidé de se retirer de l'oblast, d'opérer un mouvement stratégique et de répartir leurs forces ailleurs, c'est-à-dire de les réinjecter notamment sur le front Est. Et on a une idée du volume des FAFR? Alors le volume est assez... Les sources sont quand même assez concordantes. La bataille pour Kiev, finalement, au total, c'est pas plus
on va dire, de 10 bataillons, on va dire de 10 gros régiments qui auraient été répartis de part et d'autre de la ville. Voilà. Donc ça c'est pour le cadre général. Alors la bataille d'Hostomel. Donc la bataille d'Hostomel, on a tous en mémoire ces images, le 24 février 22 matin. Il s'agit en fait d'un assaut héliporté. Donc en fait les Russes envoient une vague, 40, 50 hélicoptères, destinés à poser des soldats sur l'aérodrome Antonov d'Hostomel. Quand on est à Hostomel, on est à peu près à 30 km de Maïdan. On est à peu près à 30 km du palais présidentiel. C'est une piste qui est extrêmement longue, 3500 mètres. Et donc, c'est à la fois un objectif stratégique, mais c'est aussi, on va dire, un objectif symbolique, puisque c'est le siège de l'entreprise Antonov. C'est une ancienne base russe. Et c'est notamment à cet endroit-là qu'était stationné l'Antonov 225. Le plus gros avion porteur du monde. C'est ça, le plus gros avion porteur du monde. Donc à Hostomel, le 24 février 22, environ 500 DVD, 500 parachutistes russes sont héliportés sur la piste et sur l'aérodrome. La journée, là il y a de nombreux témoignages, notamment d'un journaliste de CNN, la journée est assez confuse. Puisqu'en fait, donc de facto, il y a des combats, on voit que le drapeau russe est hissé sur la tour de contrôle, mais c'est quand même assez confus. Et même les gens au sol ont du mal à savoir voilà, qui est où et qui fait quoi. Ce qui est très intéressant, et ce qui va en fait conditionner l'échec des Russes, c'est qu'il n'y aura jamais eu de deuxième vague, ni par les airs, et la deuxième vague par la route va en fait arriver trop tard, c'est-à-dire pas avant le 25 février, après-midi ou début de soirée. C'est-à-dire qu'en fait les soldats qui ont été posés sur la piste par hélicoptère ont été seuls, livrés à eux-mêmes pendant 24 à 36 heures. Voilà. Donc ensuite les colonnes blindées, les colonnes de véhicules qui sont descendues du Bélarus, pour de nombreuses raisons liées au terrain, liées à la réaction des forces armées ukrainiennes, et bien finalement sont arrivées assez tardivement et en fait trop tard. Donc une des présuppositions de la Russie, une présupposition qui s'appuyait sur la vitesse et sur une forme d'effet de sidération pour en fait annihiler à la fois la réaction des Ukrainiens et puis laisser l'aide internationale et la communauté internationale, on va dire un petit peu dans l'embarras, voilà. Ça, en fait, ça s'est pas vraiment produit. Et donc c'est pour ça que la bataille d'Hostomel, elle est vraiment extrêmement importante, elle est vraiment symbolique, et je précise également une chose, c'est qu'au cours des combats, donc là en fait la piste a été détruite. Donc la piste a été rendue inutilisable par les combats, parce qu'elle a été aussi bombardée par les forces armées ukrainiennes. Et de fait, cette piste étant inutilisable, eh bien les Russes n'ont pas pu, notamment par Ilyushin 76, donc des gros porteurs, n'ont pas pu en fait mettre en place ce qu'on pense qu'ils prévoyaient, c'est-à-dire un pont aérien pour acheminer énormément de renforts, donc plusieurs milliers de soldats qui, eux, auraient pu pénétrer dans Kiev. Alors est-ce que cela sonne la fin des actions héliportées ? Non. Non, ça ne sonne pas la fin des actions héliportées. D'une manière générale, quand on étudie un conflit, quand on observe un conflit, et en l'occurrence le conflit ukrainien, il faut éviter plusieurs écueils, et notamment, on va dire, l'écueil du copier-coller. Donc ce n'est pas parce que nous avons observé ça, ce n'est pas parce que les faits se sont déroulés de telle manière que le conflit suivant sera identique. Non, surtout pas. Donc, actuellement, par exemple, ça vole très très peu en Ukraine. Il y a très très peu d'avions, très très peu d'hélicoptères qui sont utilisés, mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas pour ça qu'ils sont inutiles, ou que dans une guerre future, ou que dans 6 mois, on ne va pas de nouveau avoir besoin d'hélicoptères. Non. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence sur Hostomel, mais sur toute la bataille pour Kiev? Est-ce que c'est l'esprit d'initiative, la surprise, le patriotisme, un mélange de tout ça?
Alors il y a plusieurs choses. Nous pensons que en fait, le plan initial des Russes, que j'ai présenté tout à l'heure, était en fait trop optimiste par rapport à l'ensemble des ressources qui étaient allouées, par rapport à l'ensemble des ressources qui étaient consacrées à ce plan-là. Notamment, comme je l'ai expliqué sur Hostomel, absence de renforcement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une deuxième vague dans la troisième dimension, et les troupes au sol sont arrivées trop tardivement. Facteur aggravant, une logistique côté russe qui a été défaillante. Voilà. Contrairement à certaines doctrines dans de nombreux pays, les recomplètements n'ont pas été systématiques. Donc là, je parle du carburant, je parle des munitions, je parle de l'eau, je parle des vivres. Et beaucoup de convois étaient pas du tout ou mal escortés. Voilà. Donc c'est pour ça que les troupes qui étaient, notamment les parachutistes qui étaient sur Hostomel, étaient isolés à beaucoup de points de vue. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi d'un problème hiérarchique dans les forces armées de la Fédération de Russie? On a souvent dit qu'il y avait peut-être des trous dans la raquette entre les officiers qui commandaient, et puis ensuite sous-officiers et l'équivalent des militaires du rang. Alors nous avons retenu, nous avons observé deux choses. La première, mais qui est aussi valable dans d'autres armées ailleurs, c'est culturellement, par éducation, par formation, très peu d'initiatives. Très peu d'initiatives. Donc en fait, c'est une armée où cet aspect-là est très très peu développé, et notamment dans la formation et dans la formation des cadres. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut croire qu'il y a une forme de problème de reconnaissance des faits. C'est-à-dire que à certains échelons, mais c'est lié aussi au manque d'initiative, à certains échelons, en fait, on a un petit peu peur du compte-rendu. Surtout, on a un petit peu peur de rendre compte quand je devais être là à midi et j'y suis à 15h, ou je devais détruire telle chose et je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Donc en fait, cette accumulation, en fait, pour le chef, elle rend l'image un petit peu brouillée. Et voilà. Et donc la situation tactique globale est moins facile à appréhender. Et donc, dans cet aspect de ce qui va faire la différence entre les deux belligérants, est-ce qu'on peut aussi parler de force morale et du fait que le patriotisme ukrainien s'est fait jour? Alors là, c'est effectivement très intéressant. Nous, on travaille avec l'Université nationale de défense de Kiev. Nous sommes en train d'établir un partenariat avec eux. Nous nous rencontrons, nous nous connaissons un petit peu. Et oui, ce qui a fait vraiment la différence, c'est la nation qui se défend. La nation s'est défendue. Alors on peut l'illustrer, on peut l'expliquer de plusieurs manières. La première chose qu'il faut garder à l'esprit, mais c'est extrêmement important, c'est que le président Zelensky n'a jamais quitté Kiev. Le président Zelensky est toujours resté à Kiev, et on se souvient que le 24 février 22, l'intervention télévisée à 17h30, c'est là où on le voit apparaître en t-shirt kaki. Et en termes de communication stratégique, en termes de messages qui est envoyé à la fois à la communauté internationale et à la population, c'est extrêmement fort. Je suis là, je suis en place, j'ai mon costume de guerrier et on ne lâchera pas. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'à son niveau, légitimité institutionnelle et dans la foulée, mobilisation de l'aide internationale. Je suis en place, nous allons nous défendre, mais nous avons besoin d'aide. Deuxièmement, oui, ça a été très mal appréhendé par la Russie, qui présupposait que la population ukrainienne allait être neutre, voire favorable. Or, pas du tout. La nation s'est défendue, la population a été déterminée, la population a été motivée, la population connaissait le terrain, la population a soutenu les forces armées ukrainiennes, notamment logistiquement et en leur donnant des informations et du renseignement. Et d'ailleurs, si vous allez dans une localité qui s'appelle Irpin,
donc qui est pas loin d'Hostomel, donc on est toujours à l'ouest de Kiev, sur la rive droite. Dans cette municipalité, ils ont mis en place ce qu'on pourrait appeler un parcours de mémoire, avec des panneaux écrits en ukrainien et en anglais, avec des cartes, des photos, et ils expliquent à plusieurs endroits ce qui s'est passé. Il y a notamment un endroit qui s'appelle le checkpoint Girafe, donc qui est entre Irpin et une autre ville assez connue, Boutcha. Et au checkpoint Girafe, il est bien expliqué que cet endroit-là était armé par des citoyens ordinaires. Donc on peut dire que ce qui fait la différence, c'est aussi le concept de déception. Les Russes ne s'attendaient peut-être pas à ce niveau d'entraînement des forces armées et du fait qu'ils soient aidés par l'ensemble de la population. Alors je ne parlerai pas vraiment ni de déception ni de diversion, mais je pense que c'est davantage une problématique de je surestime mes capacités et simultanément je sous-estime les capacités de l'adversaire. Et en fait, cette conjonction, eh bien, elle a amené les Russes à échouer, et donc Kiev n'est pas tombé. Alors, on aime dans le milieu journalistique parler de fameux game changers. Est-ce qu'il y en a eu sur cette bataille? Je pense peut-être au drone TB2, celui qu'on appelle Bayraktar. Alors, c'est pas à proprement parler un game changer, mais oui, il a quand même tactiquement bousculé la donne, notamment parce que dans la combinaison des effets entre les armes anti-char au sol, les frappes d'artillerie dans la troisième dimension, et oui, le drone armé qui peut frapper des cibles blindées et mécanisées. Donc en fait, cette combinaison des effets, oui, a fait mal aux Russes. Dans ce petit moment du conflit, quel est le poids des forces spéciales dont on parle tant? Et bien là, en l'occurrence, assez faible. Assez faible, c'est une des raisons aussi de l'échec des Russes sur Hostomel, c'est-à-dire c'est un manque de préparation. Donc en fait, les hélicoptères sont arrivés, ont posé des parachutistes, mais finalement avec une préparation qui était insuffisante, voire nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de balisage préalable, il n'y a pas eu d'éléments infiltrés, il n'y a pas eu, je ne sais pas, de shooter opérationnel qui de nuit aurait sauté, se serait infiltré, aurait préparé cette manœuvre-là. Donc en fait, l'action des forces spéciales, elle a été côté russe assez faible, et même dans certains combats très très proches du centre-ville de Kiev, par exemple dans un quartier qui s'appelle Obolon, où en fait ils se sont fait démasquer très très vite, et donc ils se sont fait capturer. Alors est-ce que le côté récent du conflit n'empêche pas le dévoilement de certains éléments? Alors, oui et non, c'est de l'histoire immédiate. C'est de l'histoire immédiate, mais les témoignages sont nombreux. Nous-mêmes, nous avons rencontré un certain nombre de personnes, sur Hostomel, des employés civils qui avaient été pris en otage par les FAFR, des membres des FAU qui nous ont quand même expliqué un certain nombre de choses. Donc, c'est de l'histoire immédiate, les faits sont récents, mais le déroulé, la chronologie sont quand même bien établis. Alors, au vu de ce qui se passe aujourd'hui sur la ligne de front, le conflit a changé. Est-ce que c'est pas déjà une bataille du passé révolu, avec ces colonnes de blindés Alors, les Russes ont porté, ou portent même, un regard très critique sur cette bataille. Ils apprennent vite, ils ont appris beaucoup, et notamment, effectivement, sur l'emploi des pions tactiques. Quand ils descendent du Bélarus, ils descendent avec ce qu'on appelle des BTG. Chez nous, on appelle ça des GTIA, des groupements tactiques interarmes, qui sont finalement des gros régiments, à peu près de 1000 hommes. Et notamment dans un rapport de l'IFRI, il y a cette phrase que l'on peut retenir: ils se sont un peu comportés comme des grosses vaches face à des meutes de loups. Et ils ont beaucoup appris, et effectivement, maintenant, on observe qu'il y a un emploi de pions tactiques de plus en plus petits, donc de l'ordre du peloton, voire du groupe, voire de l'équipe, c'est-à-dire 10, 5, parfois juste un binôme,
Pourquoi? Parce qu'en fait, la ligne de front, elle est saturée de drones, elle est saturée de guerre électromagnétique. Et puis aussi, il y a une réticence à perdre potentiellement 40, 50, 100 soldats d'un coup. Voilà. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a une nette évolution sur à la fois l'emploi des moyens et puis la taille des éléments tactiques qui sont envoyés au front. Et côté ukrainien, quel est le rétex? Côté ukrainien, eux, ils insistent énormément, et à juste titre, sur à la fois la nation en armes, et donc, quand ils déclinent, sur ce que nous, on appellerait, ou on a appelé dans le passé, la défense opérationnelle du territoire. C'est-à-dire, comment en fait est-ce qu'on agrège des combattants d'active, des réservistes, des volontaires, comment est-ce que ça peut être coordonné, comment est-ce qu'on peut concentrer les effets, comment est-ce que tout ça peut s'assembler. Alors, comment se termine cette bataille? Et là, je crois qu'on est courant avril 2022. Voilà. Donc on a parlé d'Hostomel d'un côté, et il y a aussi, un fait qu'il faut citer. Donc là, on est de l'autre côté du Dniepr, donc sur la rive gauche, à l'est, un tout petit peu après une ville qui s'appelle Brovary, qui est quand même une grosse ville d'environ 100 000 habitants. Et Brovary, en fait, est à l'intersection d'une autoroute, enfin d'une 4 voies qui s'appelle la M01. Donc ça, c'est la grande route qui descend nord-sud de Gomel au Bélarus vers Kiev. Et puis la route qui arrive de Soumy. Et à Skibnin, donc pas très loin de Brovary, le 9 mars, et on a ces images en tête, dans un petit village, des colonnes blindées russes qui arrivent et qui tombent dans une embuscade. Donc armes anti-chars et frappes coordonnées avec de l'artillerie, et donc qui font demi-tour. Et donc, Hostomel d'un côté, la résistance de la population Irpin, Boutcha, Moshum, et sur l'autre rive, Brovary, font en fait comprendre aux Russes que l'objectif stratégique ne sera pas rempli. Donc certes, les forces armées ukrainiennes n'étaient pas en mesure de les repousser, mais devant ce constat d'échec, la Russie décide en fait de se retirer. Donc à compter de fin mars, le retrait commence. On va dire, nous on borne ça à peu près vers le 29 mars, donc début du retrait volontaire des forces armées de la Fédération de Russie de l'oblast de Kiev. Et effectivement, comme je l'ai dit en introduction, le 2 avril, il n'y a plus de soldats russes dans l'oblast. Merci mon colonel de nous avoir retracé cette histoire récente. Est-ce qu'on peut savoir sur quel sujet vous travaillez en ce moment? Alors nous sommes une petite équipe, mais une petite équipe de passionnés. L'Ukraine nous occupe à peu près entre les 2/3 et les 3/4 de notre temps, et donc de nos productions. Et sinon, nous continuons à nous intéresser à d'autres conflits dans le monde, donc le Proche et le Moyen-Orient, donc Liban, Israël, Syrie, Irak, et puis aussi des approches thématiques, donc la guerre électromagnétique, les drones, les frappes dans la profondeur, donc voilà, c'est assez varié. Merci encore, colonel Reichert de l'Observatoire des conflits du CCF, de nous avoir esquissé puis dessiné les différents aspects en histoire immédiate de la bataille pour Kiev. Vous pouvez aussi retrouver un aperçu de ces questions sur le document en accès libre sur le portail Terre, Défendre Kiev. C'était Combat Futur, une balado-diffusion qui observe et relate, qui décrit et demande, qui questionne et répond, en tirailleur ou en colonne. Bonjour chez vous.